Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Encore une fois, bonjour. Bonjour alors. Voilà, est-ce que les Togolais font preuve et montrent encore du patriotisme? Merci à vous pour cette question. Et d'abord pour dire que nous avons intérêt à nous laisser guider par cet esprit patriotique, à cultiver le sens patriotique. Parce que c'est tout ce qui peut nous aiguillonner dans la construction de notre pays ou élever notre pays. Parce que c'est lorsque nous construisons notre pays dans la bonne gouvernance, dans l'acceptation mutuelle, dans le respect et dans un fonctionnement impartial des institutions du pays qui concourent à l'apaisement social, au vivre ensemble, que nous pourrons révéler et exprimer une quelconque fierté. Mais nous ne devons pas garder toujours cette mentalité-là de seulement profiter de nos pays. Et c'est lorsque nous profitons du pays et que nous avons le mot patriotisme juste sur les lèvres. Non, il ne faut pas avoir seulement le mot patriotisme du bout des lèvres, mais il faut poser des actes. Il faut poser des actes qui reflètent réellement son patriotisme, son patriotisme pour son pays. Et ça nous demande tellement de choses, beaucoup de choses. Alors là, si tel que vous venez de le dire, le patriotisme, c'est un peu transversal. C'est dans plusieurs domaines, on dirait. Ah oui, non, absolument. Le patriotisme, et d'abord, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience qui nous amène à comprendre que notre territoire, notre pays est au-dessus de tout. Au-dessus de tout leader politique, tout parti politique, tout intérêt personnel. Parce que sans le pays, vous n'avez pas d'identité. Oui. Sans le pays, vous n'avez pas d'existence. Vous serez un être humain, mais vous n'avez pas d'identité. Vous serez un apatride. Ah oui, c'est ça. Vous serez un être humain, on vous verra comme un être humain debout, mais vous n'avez pas d'identité. Donc chacun s'identifie par rapport à son pays. À son pays. Et c'est pourquoi vous voyez, généralement vous voyez les Occidentaux, et vous n'entendrez pas, et même un président en pays occidental appeler son nom. Il s'identifie par le pays. Même surtout quand vous entendez un président, que ce soit français, américain, quand ils prononcent le nom de leur pays, vous sentez une certaine fierté. Parce qu'ils sont arrivés à hisser leur pays, à donner une gloire à leur pays. Vous verrez que les présidents des Occidentaux, ils ne cultivent pas ou bien ils ne créent pas de gloire autour de leur personne, mais de leur pays. Ils ne veulent pas qu'on dise donc ils mettent leur pays au-devant de tout, au-dessus de tout. Et ils ne font pas, et vous ne verrez pas que en Occident... mais c'est une culture qu'ils ont acquise avant d'accéder à la magistrature suprême de leur pays. C'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience réside dans cet idéal dont j'ai toujours parlé. Et cet idéal, quand il est établi, c'est comme une balise, c'est comme cette lumière qui vous guide. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'une personne, d'une génération. Ça traverse le temps. C'est-à-dire que de génération en génération, c'est une prise de conscience. Et chaque citoyen qui naît suit. C'est un chemin tracé. Lorsque vous êtes une nation et vous n'avez pas d'idéal, forcément, le fait d'aimer son pays ou bien soi-même de s'imposer à respecter les consignes qui sont données ou les directives dans son pays. Monsieur Chachien, ce que vous dites est carrément en harmonie avec le patriotisme, l'exemple de patriotisme que nous donnons. Vous savez, quand vous avez le sens patriotique, je reviens encore pour parler d'idéal. Donc du coup, ça veut dire que les lois qui sont établies dans le pays, les dispositions, les fonctionnements observent une certaine directive. Une certaine directive où nul ne peut se soustraire ou se voir plus important que ces lois ou ces directives-là. C'est que tout le monde, et c'est comme un principe, tout le monde marche dans le respect des lois. Des lois, etc. On ne fait pas des lois biaisées, on ne met pas en place des dispositions qui favorisent des courants politiques au détriment de l'autre. Il n'y a pas ce clément, une sorte d'injustice. Oui, ce sentiment de vouloir dominer. Vous ne verrez pas
Et parce que nous sommes une nation. Et vous ne verrez pas que, regardez, que cela ne vous gêne pas si je donne l'exemple de l'Occident. Tout nous vient d'eux. On marche au pas de l'Occident. Ils sont en avance sur nous. Oui, mais ici nous sommes au Togo. Alors, oui, mais nous sommes au Togo. Prenons le cas. Prenons des bons exemples, Oui. Excellence. C'est ce que moi j'ai dit toujours. Prenons des bons exemples. En Occident, vous ne voulez plus ces questions ethniques. D'abord même, il n'y a plus question de moi je suis de telle ethnie, je suis de... C'est tout ça qui concourt. Si nous prenons le cas des États-Unis où c'est 50, on a 50 États fédérés qui se retrouvent ensemble dans le USA, mais ça ne veut pas eux dire que... tous ils défendent Amérique d'abord. Oui, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas des ethnies variées. Non. Il y a les Amérindiens, il y a des Anglais autochtones, il y a des Anglais, il y a des Espagnols, il y a les Afro-Américains, les Hispaniques, etc. Mais il y a une certaine harmonie. Nous devons arriver. Et dans ça, une ethnie ne se voit pas supérieure à d'autres. Une ethnie ne se voit pas que c'est elle qui a plus. Non. Oui, voilà, vous l'avez dit, le patriotisme, c'est un comportement qui est en harmonie avec les règles et les lois en vigueur dans tout pays. Et personne ne doit se voir supérieur à l'autre. Alors, mais malheureusement, dans les hôpitaux aujourd'hui, nous constatons que quand un malade, un patient, vient s'offrir ou bien se confier à un praticien hospitalier, le plus souvent, le praticien hospitalier a cette propension, cette tentation de gruger, de plumer et déplumer même totalement le patient qui est là. Le sens du patriotisme disparu, dissipé. Bon, vous savez, cet aspect, je vais mettre le patriotisme en relief. Je vais mettre le patriotisme en relief concernant cet aspect. Cet aspect, il faut toucher essentiellement du doigt cette question de notre mentalité. Et ça se réfère à l'acceptation mutuelle. Parce que, voyez-vous, lorsque vous avez conscience de votre mission qui vous est assignée, en tant que journaliste, en tant que médecin, etc., et que en tant que médecin, vous savez que votre devoir, c'est de traiter les patients avec dignité, avec amour. Avec amour, parce qu'il y a certains patients même, déjà l'accueil même, et ça les guérit à 10%. Avec amour. Non, mais même à 50%, il faut le dire. Oui. Hein? Avec amour. Et maintenant, tout ce dont vous êtes guidé par, c'est comment arriver à satisfaire ce patient. C'est une prise de conscience. À le mettre à l'aise. Et lorsque le patient est guéri, est mis à l'aise, c'est en ce moment que vous aussi, vous êtes fier de pouvoir d'avoir réussi votre mission. Oui, maîtriser pas seulement votre mission, c'est-à-dire votre professionnalisme. Vous avez ce que vous avez appris, c'est en ce moment que vous êtes sûr que ce que j'ai appris, je maîtrise ça, j'arrive à réussir ça. Oui, mais voilà, cela est parti par la fenêtre, ce qui a amené le gouvernement à aller à ce qu'on appelle la contractualisation. Contractualisation depuis juin 2017. Aujourd'hui, on est à la phase de bilan et le chef de l'État et son gouvernement se disent satisfaits de tout ce qui a été fait par rapport à la contractualisation au niveau du CHP de Blita, au niveau du CHR de Atakpamé et le CHU de Lomé. Je ne vais pas faire trop de commentaires dessus, mais tout ce que je peux faire remarquer, c'est que le gouvernement ne doit pas danser et s'apprécier en même temps. Alors moi, pourquoi? Oui, le gouvernement ne doit pas danser et s'apprécier. Le gouvernement ne doit pas se faire des éloges. Vous comprenez? Moi, je serais d'accord si c'est l'ordre des praticiens, des médecins qui font une évaluation et sortent un rapport. Ou encore Afrobaromètre qui fait son sondage et dit par rapport à ces dispositions que le gouvernement, entreprise, etc., les populations se sentent satisfaites. Ou les associations des consommateurs. Oui, les associations des consommateurs, si ce sont eux qui parlent de ce que ces projets ont connu un succès, oui, là, je me sentirais confortable. Mais que le gouvernement même danse et s'apprécie et se tire de gloire, bon, je n'ai pas trop de commentaires là-dessus que de dire ça. Ah, mais quand même, est-ce que la contractualisation en soi est une bonne initiative? Alors maintenant, la contractualisation en soi, c'est dommage, c'est triste. Hein, c'est triste que nous soyons obligés d'en arriver là. Ça montre quand même notre incapacité
notre incapacité à pouvoir gérer les choses, à pouvoir assumer la gestion de nos structures en bon escient et en toute efficacité et donner un bon rendement et qu'on soit obligé de chercher des solutions intermédiaires. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dans où allons-nous? Nous avons plus de 60 ans d'indépendance et 50 ans d'indépendance et toujours est-il que bientôt 60 ans d'indépendance en 2020. La gestion des structures d'État reste toujours mitigée, des résultats mitigés et il y a des exemples. Le SAFER au Capet qui était là, les gens ne payaient que de tickets dans les péages, mais ça aussi on nous dit que la société a fait faillite, etc. Mais au finish, quand est-ce que nous allons avoir des Togolais, des têtes qui soient mises à la tête des structures? Oui, mais ceux qui sont à la tête de ces structures, est-ce que c'est l'absence du sens de patriotisme qui les amène à galvauder, à dénaturer la fonction ou bien le poste auquel ils sont? Absolument, parce que les gens confondent dans leur tête, dans leur cerveau, leur intérêt personnel, leur intérêt égoïste au pays. Lorsqu'on met quelqu'un à un poste, tout ce dont il est motivé pour, c'est de s'amasser des richesses, c'est de se remplir les poches, et il n'y a pas la dignité et ma foi. Voilà la société nouvelle des cotons du Togo qui est la fille, si on peut le dire ainsi, de l'ancienne Sotoko. Des détournements de milliards, oui. Et aujourd'hui les gens sont derrière les barreaux. Oui, alors donc vous voyez que il faut cette prise de conscience là qui manque. Et cette prise de conscience qui manque. Et ma foi, je pense que ce n'est pas... Mais le problème se situe à quel niveau? Voilà, je vais vous dire où se situe le problème. Oui. Ce n'est pas nous, par exemple, acteurs de la société civile, à travers nos dénonciations, ce n'est pas avec les paroles qu'on peut corriger ça, mais avec des lois, avec une justice qui soit vraiment efficace, dans un pays où, lorsqu'il y a de ces malversations, le parquet s'auto-saisit en même temps. Et quand c'est comme ça, le chef de l'État, le gouvernement ne met pas sa bouche. On a vu l'affaire Cahuzac en France. Lorsque Cahuzac, ces médias, pas tous des journalistes sont sortis. Ah mais François Hollande n'a rien dit. Ah, le ministre il a démissionné en même temps. Il s'est mis à la disposition de la justice. Les journalistes affaire de Benalla aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà, c'est comme ça seulement qu'on peut arriver. Sinon, des institutions fortes. Je vous dis. Mais oui, mais toute institution, avant d'être forte, elle doit être incarnée par un individu, un être humain. Ah oui. Oui, mais bien sûr. Alors, c'est là, vous voyez toujours que la question de mentalité dont je parle. Non, c'est plus question de mentalité. Mais je vous dis la vérité. C'est question du sens du devoir qu'on incarne, qu'on est appelé à... L'homme est au cœur de tout. Oui. Et les actes que pose un homme, ça vient de sa tête, de son cerveau, de la façon dont ça tourne. Alors, quand je parle de mentalité, ne dites pas non. Ben, ça dépend de comment nos têtes tournent. C'est en fonction de ça. Si on est allé à la contractualisation, c'est parce que dans les hôpitaux publics, les services laissent à désirer. Oui, absolument. Quand on parle de telle société étatique, véritablement, ça tombe à l'eau. Ça connaît une faillite parce que. Et moi, je pense que je vais même suggérer que il faut que le gouvernement, dans son programme, donne une place particulière aux psychologues. Je ne sais pas si nous avons assez de psychologues dans notre pays. Nous, notre université sort. Oui, il faut ça. Il faut ça pour accompagner les gens, pour aider les gens, aller vers une certaine prise de conscience et comprendre que lorsqu'on vous confie un poste de responsabilité, c'est avec dignité, avec efficacité que vous devez, et c'est tout à votre honneur. Nous avons quand même des exemples. Quand nous nous donnons des exemples, nous ne donnons pas l'air. Quand nous prenons par exemple Mandami Kri d'Awade, on a vu ses preuves lorsqu'il a pris les impôts dans le temps. Souvenez-vous que les Libanais ne payaient pas d'impôts. Mais quand la dame l'a appris, on ne savait pas qui avait la dosie. Mais quand elle a pris, on a su. Et même regardez la CNS, avec cette nouvel hôpital, c'est un projet de la CNS. Quand nous prenons, nous avons toujours parlé du professeur Kokoroko ici, depuis qu'il a pris l'université, on a vu. Quand nous prenons M. Adedje, avant qu'il ne prenne la douane, c'était M. Bidamon qui était là. Mais quand Adedje a pris la direction des douanes, on a vu les recettes, les mesures, les lois, les dispositions. Et récemment, l'OTR, mais aujourd'hui, il est remplacé. Même malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Alors, je m'en vais de me poser la question de savoir. M. Capot, René à la tête de la RMP, rapidement, on le saute. Bon,
pour des raisons véritablement. Oui, maintenant, je me demande, est-ce que au moins ceux-là qui font preuve d'imagination, quand on leur confie quelque chose de faire, ils ont une touche particulière qu'ils apportent, est-ce que ceux-là ne peuvent pas former un peu les autres là pour qu'eux aussi ils se mettent dans cette prise de conscience là? Si on vous jette à la figure, vous êtes qui pour me menacer moi dans ces pays? Ce n'est pas une question de menace, c'est une question d'éclairer. Quand vous avez quelque chose, c'est ça l'Africain. Quand ton frère a quelque chose et qu'il veut partager avec toi pour qu'il ne soit pas le seul à le détenir, il veut partager avec la masse, tu restes là dans ton ego honteux, tu t'enfermes avec ta main, tu veux célébrer une beauté qui n'en est pas une et rejeter alors que tu te fais humble, tu gagnes de cette personne. Et c'est lorsque vous avez une conjugaison de ces manières de réfléchir, c'est ça qui est bon pour le pays. Donc que les gens sortent de cette mentalité là de vouloir célébrer une beauté illusoire, de vouloir se vanter. Pourquoi? Nous voulons des gens qui nous donnent des résultats. Oui, qui doit maintenant donner le stimulus ou bien essayer de stimuler davantage tous ceux qui sont à des postes de responsabilité afin qu'ils oublient leurs intérêts propres au profit donc de l'intérêt général national. Je sais que vous voulez m'emmener à toucher du doigt le chef de l'État. Non, non, moi je pose une question. Le chef de l'État, est-ce que forcément c'est lui? Et ma foi, je crois que c'est quelqu'un qui avait dit sur vos antennes ici où j'ai écouté dire que le chef de l'État est assujetti à son entourage et son entourage aussi lui est assujetti. Si jamais il se donne de vouloir balayer la maison et rendre la maison propre, donc il risque de casser la maison. Mais ma foi, quand je pense que au même moment, il y a des gens qui sont quand même dans son entourage. Il y a des gens qui sont dans son entourage et qui travaillent et qui donnent du résultat. Mais il faut que les autres aussi s'en inspirent. Il faut que, parce que l'homme n'exprime de dignité que lorsqu'il accomplit convenablement, lorsqu'il accomplit parfaitement les responsabilités qu'on lui incombe. C'est tout à votre honneur, c'est tout à votre fierté. Mais malheureusement, nous en Afrique, nos mentalités sont telles que c'est lorsque je ramasse, c'est lorsque j'ai beaucoup d'argent, c'est lorsque je roule dans les grosses voitures, c'est en ce moment que je suis important, que je suis puissant. Vous voyez comment nos mentalités sont limitées à ça. Mais malheureusement, dès lors que quelqu'un nommé aujourd'hui à un poste de responsabilité, le premier réflexe, quand est-ce qu'il doit avoir une maison roulée dans une grosse bagnole? C'est dommage, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la manière à peu près de réfléchir. Et c'est cela qui déteint sur les sociétés ou bien absolument, les structures. Et ça retarde le pays. Et ça retarde le pays. Et maintenant, qui doit donner davantage de stimulus pour que tout cela soit corrigé un temps soit peu? Bon, vous avez parlé de psychologues, mais quand même... Oui, nous, c'est des exemples que nous donnons. Oui. Nous avons parlé de psychologues. Nous avons cité des gens qui, au moins, quand on leur confie, on les met à dépôt de responsabilité, donnent quand même un résultat. Donc ces gens-là, on peut aussi les mettre à contribution pour que ce qu'ils ont en eux, de tout naturel, Dieu a mis en eux. Ils ont eu la clairvoyance de le comprendre. Et maintenant, ils le traduisent dans les actes, dans les faits, qu'ils partagent cela avec d'autres aussi. Et vous avez cité des cas, par exemple, le cas ADJ, le cas Kokoroko de l'université et le cas Ingrid Awade de la CNSS. Absolument, absolument. Il faut qu'en toute humilité, par exemple, le directeur de la SNPT, que les gens laissent tomber leur ego là. Nous les Africains, on se retarde dans cette façon de réfléchir. Et que le directeur de la SNPT peut se rapprocher par exemple du professeur Kokoroko, partager des idées avec lui. Bon voilà, pour cette gouvernance, qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Quelles sont les politiques que vous avez mises en place afin d'être à tel niveau? Qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez me suggérer, etc., etc. On peut avancer. Mais non, les gens... Ce n'est pas une forme de s'humilier soi-même? S'humilier? Quand vous voulez partager, est-ce que vous voyez, c'est parce qu'on dit que l'intelligence c'est un baobab, une seule personne ne peut pas l'embrasser. Quand tu vois ton prochain en train de donner du bon résultat, mais ça t'écoute. Mais voilà, si nous sommes guidés par ce sens patriotique, si nous comprenons que c'est pour notre pays et non pas pour nos personnes et non pas pour nos intérêts personnels, mais pourquoi se laisser guider par ce... Et en plus de ça, pour finir, je vous dis que moi, j'apprécie beaucoup les Occidentaux, je les qualifie. Mais au même moment, je vous dis que
c'est très dangereux et mauvais de garder les Occidentaux, un blanc comme conseiller en permanence. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il ne te donnera jamais les conseils qu'il faut, qui te permettent d'égaler ou bien de dépasser son pays. Jamais. Il ne va jamais te donner les conseils. Ah oui, jamais. Pour que tu sois au même niveau que lui. Donc, ce que nous devons faire, c'est que quand nous avons besoin de mettre en place, nous pouvons avoir des consultants. Les blancs, puisqu'ils sont en avance sur nous, on peut commettre des consultants. Mais attention, dès qu'il est là, assurons-nous que les nôtres qui sont ici aussi peuvent capter rapidement et son savoir-faire. Donc, une sorte de transfert de compétences. Oui, il vient en tant que consultant et puis on le paie pour sa prestation. Et au même moment, ça permet aux nôtres aussi de pouvoir capter son savoir-faire. Tirer meilleur profit et puis, il repart. Mais garder un blanc en permanence comme conseiller, c'est dangereux pour nos pays en Afrique. Ah oui, mais si vous voyez, malheureusement, quand vous allez dans plusieurs ministères, y compris même la présidence de la République, plusieurs conseillers sont des blancs. Ce qui dit que les citoyens togolais ne sont pas à ce niveau-là pour faire quelque chose de bien. Bon, et moi je dis que, vous, comme vous venez de le dire, quand vous venez en Afrique, avec un résultat. Il y a plusieurs conseillers des blancs dans les présidences. Avec quel résultat? Et combien de conseillers les blancs ont comme étant des noirs en Occident? Les noirs vont avoir comme conseil. Vous avez quoi leur apporter avec vos mentalités là? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Alors, ce sont eux qui vous habillent vos cerveaux. Monsieur Cyril Yao Nukunu, vous êtes le président du Ton de la jeunesse patriotique. Et dans le cas de la contractualisation, en tout cas, se référant au cas de la contractualisation, nous voyons la situation dans laquelle se trouvait le CHU Sylvanus Olympio avant qu'on ne parle aujourd'hui de contractualisation dont le gouvernement se dit satisfait. Maintenant, on pose la première pierre pour la construction de l'hôpital de référence Saint-Pérégrine. Est-ce que ça pourra bien marcher dès lors que tous les travaux seront finis? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes actes. De M. Cyril Yao Nukunu du Ton de la jeunesse patriotique, et nous parlons bien sûr du patriotisme qui semble quitter ceux-là qui sont en train de diriger les différentes institutions et structures étatiques. Mais pourquoi et comment corriger cela? Alors, M. Cyril Nukunu, au niveau du centre hospitalier universitaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé-Tocoin, on constate quand même qu'il y a une situation décriante et une situation très décriée qui également a poussé le gouvernement à aller à la contractualisation. Mais dans ce lot, ou bien dans cette situation, on annonce l'érection d'un nouvel hôpital Saint-Pérégrine. Oui, bon, ce nouvel hôpital, il est tout à fait clair. Hein, quand vous avez écouté le discours de Mme Ingrid Awadé, c'est un projet de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle a expliqué que le coût des évacuations, les prises en charge des abonnés de la CNS, quand elle évalue, pense que c'est tout à fait normal et ce serait moindre d'avoir une structure ici sur place et maintenant de requérir des partenariats avec l'Occident. Ça reviendrait à moins de coûts par rapport à ce qui est toujours décaissé pour les évacuations, les prises en charge de leurs abonnés et autres là. Et je crois que ma foi, c'est une structure publique. Hein. Oui. Je ne vais pas dire... Oui, mais est-ce que ceux qui seront nommés à la tête de cette structure, c'est vrai, on ne l'a pas encore construit, mais quand même, ce qui est sûr, ça sera fait incessamment. Et vous savez, moi... Qui faut-il nommer à la tête de cette structure pour que les attentes, les objectifs visés soient atteints? Moi, je suis rassuré d'une chose. Dans la mesure où cet hôpital-là, ça relève du projet de la CNS. Et vous savez, moi j'ai toujours dit que même dans notre pays ici, Mme Ingrid, on l'a nommée Premier ministre, vraiment beaucoup de choses pourraient bouger. Et donc, pour dire que... Non, je ne suis même pas... Vous savez, moi j'apprécie des gens qui travaillent dans un résultat. Point très, nous sommes tous des Togolais. Bien sûr. Voilà. Et nous, au Ton de la jeunesse patriotique, l'esprit d'acceptation mutuelle est en nous. Nous sommes tous des Togolais. Si tel n'est pas le cas, vous n'êtes plus patriote et votre association n'aura plus sa raison d'être. Et donc, si un Togolais donne du résultat, il faut savoir apprécier. Et donc, je suis sûr que celui qu'on mettra à la tête de cette structure marchera vraiment au pas de cette dame. Elle ne voudra... Ah oui, en tout cas, tant qu'elle sera à la tête. Avec le même personnel soignant du CHU qui seront transférés encore là-bas. Je vous dis que même si on transfère les personnels du CHU là-bas, et que c'est cette dame, Madame Ingrid, que c'est dans ça, les gens vont marcher au pas. Ah oui, les gens vont marcher au pas. Correctement. Ah non, non. Enfin, parce que
elle a fait ses preuves, on l'a vu. Je vous dis que les gens vont marcher au pas, correctement, promptement. Ah oui. Alors, nous allons parler de la politique avant de venir sur le franc CFA. La situation sociopolitique actuelle préoccupe Maître Paul Dodji Apevon. Il est le président national des forces démocratiques pour la République. Et pour lui, il faudrait que les uns et les autres, à quelques postes que ce soit, admettent respecter la limitation des mandats à eux assignés. Et donc, pour lui, revenant sur la situation en interne à la C14, Maître Paul Dodji Apevon évoque le besoin d'humilité de tous les leaders pour continuer à conclure la lutte entamée depuis des années. Il l'a dit et je vous invite à l'écouter. Que ce soit les infrastructures sanitaires, scolaires, éducatives, routières. Alors tu te demandes, mais pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils veulent gouverner le pays? Gouverner un pays, c'est décider de faire le bonheur des citoyens. Parce que tu as pris l'engagement devant ton peuple et devant Dieu de faire le bonheur. Si tu viens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, un troisième mandat, et tu recommences le même exercice avec le même résultat de manière catastrophique, ça veut dire que tu es méchant. Lorsque tu fais un truc pour 5 ans, tu n'as pas réussi 2 fois, tu n'as pas réussi. Troisième mandat, tu n'as pas réussi. Et tu peux rester, tu es vraiment méchant. Barack Obama, il est venu au pouvoir aux États-Unis, c'est même 4 ans, 2 fois. Premier mandat, c'est difficilement qu'il a terminé. À la fin du premier mandat, il a commencé à pousser des cheveux blancs. Ce qui n'en a pas. Deuxième mandat, il a fait ce qu'il a pu. Mais la manière dont la chose est difficile, aussi difficile, hein, troisième fois, il va dire, quelques compétences, il dira non, il ne peut pas. Mais il se demande comment les Africains ils font. Ce qui est aussi difficile, des gens font 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais comment ils font? Et la première fois, ils ne foutent rien pour les pays. Et lui, il dit, mais ce qui est plus curieux, c'est que eux, ils volent autant d'argent. Ils sont suffisamment riches. En 5-10 ans, ils sont suffisamment riches. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Et pourquoi ils veulent rester tout le temps? Donc c'est des gens qui ne veulent jamais. Monsieur, il ne peut pas rester durablement au contrôle de quelque chose. Et ça devient biaisé. Et donc, il faut en prendre conscience. Et encore de plus, nous les Africains, surtout avec notre faiblesse, c'est une maladie pour nous, nos égos, nos personnes. C'est une maladie pour nous. Et c'est ça le remède qui peut le corriger. C'est tout le remède qui peut le corriger. C'est-à-dire que, oui, tu viens, tu fais un temps, tu pars, quelqu'un d'autre, tu viens. Et même, mais je dis toujours que il faut aussi laisser la possibilité à ce que quelqu'un peut venir partir, mais peut revenir dans un avenir proche. Si il a encore la possibilité, et je ne vais pas avoir une langue boiteuse par rapport à notre pays, le Togo. Vous savez, nous, autour de la jeunesse patriotique, nous, pour éviter des polémiques, etc., des trucs, nous avons dit, lorsque il y a des échéances électorales, que nul ne soit empêché de candidature. Mais sauf que nous insistons sur l'expression, le respect de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, les urnes, il faut que les élections soient transparentes. C'est tout. Et maintenant, lorsque quelqu'un part, quitte le pouvoir, et que demain, il a la possibilité, on l'a vu au Nigeria, Buhari, ce n'est pas la première fois qu'il vient au pouvoir. Si le peuple décide qu'il revienne encore, il n'y a pas, c'est pour toujours servir le pays. Mais rester, et ad vitam aeternam, c'est comme si c'est le plus intelligent, etc. C'est toujours dangereux pour le pays. Et maintenant, il s'est prononcé par rapport à ses collègues de la C14. Oui. Mais qu'est-ce que l'humilité? Qu'est-ce que qui veut vouloir faire croire qu'il détient ou qu'il possède plus que l'autre? C'est ça le propre de l'Africain. Faire croire qu'on connaît plus que, alors que vous tous vous dépendez des Blancs. Vos diplômes sont dans la langue des Blancs. Vous tous vous apprenez des Blancs. Alors maintenant, comment est-ce que toi là tu veux te voir plus important que l'autre alors que vous êtes tous dans la même situation? C'est quoi cette histoire-là? Donc il a appelé à l'humilité. C'est une prise de conscience. Voilà. Il faut que les gens prennent conscience. Et continuant même ce que on n'a pas pu diffuser, il a dit, même si ça doit être au détriment des FDR pour que quelque chose de bon soit pour l'ensemble de la population, il est prêt pour le sacrifice. Alors. Donc moi je pense que... Et voilà, et c'est dans les mêmes conditions que la C14 a démarré son conclave depuis hier, mais 5 partis sont absents. Sur les 14, 5 partis sont absents. Oui, c'est dommage. C'est vraiment finalement, dommage. La C14 n'est plus sur ses 2 pieds. Et c'est vraiment dommage. Et moi je me rappelle dans les premières heures de la crise, et je me rappelle des propos de M. Bahara qui disait que non, ils vont disloquer bientôt.
Et je crois qu'aujourd'hui, M. Barra serait en train de se frotter les mains, peut-être pas lui seul, à lui avec ses compagnes, il serait en train de... Non, mais voilà, vous voyez, on se proclame intellectuel, finalement là. Qu'est-ce que nous mettons dans l'intellectualité? Oui, alors, comment comprendre cette situation? Vous avez été ensemble pendant des moments, et voilà pour aller à un conclave. Alors, donc ça veut dire que les gens sont des hypocrites. Les gens sont des hypocrites. Ils sont en train de tromper. Les leaders? Oui, mais c'est de l'hypocrisie. Parce que ça veut dire que les gens n'ont pas une vision. Ils n'ont pas de conviction. Ils sont là de façon hasardeuse. Ils sont atteints politiques de façon hasardeuse. Voilà. Ils sont là de façon, comment dirais-je, c'est des opportunistes. Voilà. Et ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de conviction, ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Non, peut-être que les partis qui ont brillé par leur absence seraient en train de donner un point de vue divergent. Ce n'est pas l'absence qu'on doit nous servir, nous, les populations. Voilà. Ce n'est pas l'absence qu'on doit nous servir. Vous voyez, c'est ça qui donne à M. Garba Lompo de faire ces commentaires-là sur eux. Ils prêtent le flanc et vraiment les gens, ils s'humilient aux yeux de défendre quoi? Vous êtes unis. Que voulez-vous? Vous dites que vous voulez que les élections soient transparentes dans ce pays. Vous voulez qu'on fasse les réformes. Vous voulez qu'on revoie le cadre électoral, le découpage, etc. Mais soyez cohérents, soyez constants. Quoi qu'il arrive, vous savez que cette mission, vous devez l'atteindre. Qu'est-ce qui peut diverger encore? Qu'est-ce qui peut diverger? Si vous êtes aussi, c'est une... Non mais laissez tomber. Je crois que les populations... Ah oui, mais entre-temps, certains partis membres de la C14 avaient demandé qu'on restructure cette organisation, disons, ce regroupement-là, afin que les décisions à prendre puissent véritablement être prises dans un processus donné. Bon, moi je crois qu'avec ce qu'il y a eu le 20 décembre, avec ce qu'il y a eu au 20 décembre, oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal qu'ils doivent se retrouver pour s'adapter à cette nouvelle phase, à cette nouvelle ère, et voir comment mener les actions. Ça, c'est tout à fait normal. Bon, aller aux élections locales? Aller aux élections locales, dans quelles conditions? Est-ce que les réformes sont faites? Et vous savez, j'ai quand même apprécié, admiré, non seulement la cohérence de la C14, mais aussi de d'autres partis comme le FDR, non, Moïse Djimon Oré et certains autres partis politiques, parce qu'on a dit qu'il faut reconstituer la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, on ne l'a pas reconstituée, c'est elle qui a encore conduit. Mais même pour notre gouvernement, pour notre parti au pouvoir, même uni qui est au pouvoir, c'est de l'incohérence. Parce que comment se fait que vous êtes entendu qu'il faut reconstituer, mais cette cour reste là encore bien validée? Ah, c'est avec l'Africain, les Africains, c'est avec les Africains seulement que vous verrez des choses pareilles. C'est honteux. Oui, monsieur Noukounou, non, mais franchement, voilà, dans le même temps, vous parlez de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et qui est toujours là, et qui a encore validé une élection. La CENI, dont le mandat est arrivé à terme parce que les élections finies, demande maintenant, on a lancé l'appel à candidature. Alors, 6 partis extra-parlementaires, est-ce que la C14, qui aujourd'hui est parti extra-parlementaire, doit faire acte de candidature? Moi, ce que je veux dire... Pour la recomposition de la CENI. Moi, ce que je veux dire, il faut donner une orientation politique saine à notre pays qui permette le vivre ensemble, l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, la valorisation de chaque citoyen pour conjuguer nos énergies, nos savoir-faire, nos efforts et hisser ce pays. Et non pas toujours s'éterniser, s'embrigader dans des démarches, dans des calculs partisans biaisés pour l'intérêt personnel. Ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas nous amener de l'avant. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous maintenant. Est-ce que la C14 dans les conditions actuelles pourra dégager un candidat unique pour les présidentielles, la présidentielle de 2020, ou bien ils vont encore participer en rang dispersé si les réformes ne sont pas faites? Mais avant, Kokou a une question à vous poser. Kokou, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, notre invité vous écoute. Bonjour. D'accord, bien noté, cher ami. Et nous allons accueillir Jacques. Jacques, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Jacques. Bonjour. C'est une journée de réflexion. Attends, c'est une journée de réflexion et de bilan pour la C14. C'est pas inconfortable. Ben, je reviens à ce qui me préoccupe. Quand les gens disent que le chef de l'État est
Contractualisation. D'accord. Monsieur Nkounou vous répondra dans un instant. Monsieur Kolani, bonjour. Oui. D'accord. Merci. Et nous allons maintenant revenir à vous, à monsieur Nkounou. Oui, il faut savoir raison garder. Sinon, mais écoutez, le noir est aussi capable, autant capable de tout que le blanc. Alors, démontrons nos capacités, au lieu de toujours demeurer des consommateurs de blancs. Oui, démontrons nos capacités, ce n'est pas sur du bout des lèvres. Oui, même nos diplômes que nous avons, c'est mais pas la langue nous des ne sommes blancs. pas des lèche-culs des blancs. Bon, je dis lèche-cul ou pas, il y a un sujet de franc CFA, etc. Vous avez vu un président français, même les journalistes ne lui ont pas posé de questions sur le franc CFA, mais lui-même il s'est évité de... Non, moi je ne suis pas pour l'illusion, je ne suis pas pour l'à peu près, je ne suis pas pour l'hypocrisie. Quand on dit que les conditions, est-ce que les blancs sont allés chercher les conditions au ciel avant de les avoir? Ils ont tourné leur cerveau, leur tête. Alors donc, si nous disons que nous aussi nous avons les mêmes capacités, démontrons ça. Oui, on ne peut pas conduire des voitures aujourd'hui sans les blancs. On ne peut pas... Nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas assez de voir... Mais l'auditeur trouve que c'est un peu... Non, oui, si c'est ça, un peu saoulant, c'est un peu encombrant. C'est saoulant pour lui parce qu'il ne veut pas comprendre le message qui est véhiculé par là. Ah, voilà. D'accord. Oui, visiblement, vous êtes remonté. Oui. Alors, Jacques dit, est-ce que la population est satisfaite de la contractualisation? Mais c'est ce que j'avais dit, Excellence. C'est ce que j'avais dit. Si cette évaluation, si c'était Afrobaromètre, ou l'ordre des médecins, ou encore, oui, Afrobaromètre par rapport à un sondage les organisations de consommateurs, si ce sont eux, et que le gouvernement a consulté, leur a mis les moyens de faire de façon neutre, hein, de façon neutre, juste d'aller au sein du peuple et de... Oui, mais quand même, le gouvernement, c'est un peu l'aspect technique de ce processus qui véritablement de est toutes mis les façons, en relief. le gouvernement, oui, l'aspect technique qui est mis en relief au profit de qui? La finalité, c'est quoi? Que la population trouve satisfaction. Donc, c'est aux populations de montrer leur satisfaction. Le gouvernement travaille pour le peuple. Donc c'est le peuple qui doit, c'est les citoyens qui doivent vraiment estimer que oui, avec cette nouvelle mesure, maintenant les services sont corrects, ils sont bien pris en charge et tout fonctionne bien. C'est aux populations d'apprécier le gouvernement. C'est aux populations d'apprécier le gouvernement et non pas le gouvernement lui-même de s'apprécier. D'accord. Oui, maintenant, la société civile, quand les élections étaient boycottées, puisque la société civile avait dit plus pas de participation aux élections sans les réformes, ce qui fut fait, mais on avait dit, selon l'auditeur, que c'est maintenant que la lutte commence, mais depuis un temps, ce n'est que silence radio. Oui, merci, excellent. Vous savez... Et pour lui, ce sont les journalistes qui viennent décourager les populations. Oui, vous savez, avant le 20 décembre, il y a plusieurs voix qui se sont levées. Non seulement l'Église catholique et les cadres musulmans, et il y avait les presbytériennes et la société civile, etc., qui ont levé la voix pour dire non, que ce 20 décembre risque de créer une situation dans le pays. Les gens se disent qu'on est à la paix, il y a le calme, mais il y a un malaise dans le pays. Quand j'ai écouté le représentant de la CEDEAO ici, là, mais vraiment, j'ai eu envie de vomir. Hein? Il y a un malaise dans le pays. Cette situation crée un malaise dans le pays. Ça ne faut pas perdre de vue. Et ce malaise-là, c'est comme une boule de neige. C'est comme une boule de neige. Alors donc, mais vous savez, je crois que la société civile doit prendre maintenant une conscience, une responsabilité. Tous ceux-là qui ont levé la voix par rapport au 20 décembre, ils doivent montrer leur cohérence. Joindre l'acte à la parole. Parce que si vous avez été contre ce qui a été programmé au 20 décembre, et on voit aujourd'hui les conséquences que ça a entraîné, et
pour montrer votre cohérence, vous devez toujours rester debout. Mais sauf que... Mais quand même, il y a un groupe, le groupe 7, G7 a dit hier, et il faut quand même dérouler la feuille de route jusqu'à son entier épuisement. Pour entier épuisement. Absolument. Oui. Mais sauf qu'il y a un problème. Le problème est que c'est les politiques qui ne montrent pas du sérieux. Voilà. Permettez-moi d'aller au bout. Oui, très rapidement, nous sommes à la fin. C'est les politiques qui ne montrent pas du sérieux. Et ma foi, ça ne rassure pas la société civile et des responsables de la société civile, parce qu'ils ne voient pas des gens crédibles. Et on le voit déjà avec cette distorsion-là, c'est de la C14. Oui, ça ne rassure pas. Oui. Parce qu'en temps normal, au lendemain du 20 décembre, et la société civile, tous ceux-là qui ont levé la voix, ils doivent former un bloc. En tout cas, les journées de réflexion, on attend de voir ce qui serait donc l'issue, c'est-à-dire les conclusions et les recommandations afin de pouvoir juger de ce qui sera fait demain. Ce qui sera fait demain. Maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Cependant, monsieur Nukunu, qu'avez-vous à dire par rapport à la guerre de tranchées entre professeur Kakonou Boupo et le président Alassane Ouattara ainsi que les responsables de la BCEAO? Non, moi je vais dire au professeur Kakonou Boupo, je l'ai entendu dire qu'il va rester en justice contre le directeur de la BCEAO. Non, il ne faut même pas qu'il perde son temps. Il n'a qu'à comprendre que effectivement nous sommes des Africains. Et lorsque l'Africain quelque part, il trouve son intérêt, il n'y a que lui, son intérêt qui le préoccupe. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais pour ce qui concerne donc il enterre la rage de guerre, cette guerre de tranchées. Qui ne perd même pas son temps dans une quelconque guerre. Ça ne demande même pas. Lui, il poursuit un objectif et pour le peuple, pour nos pays. Alors donc, qui ne perd, ça c'est des diversions. Et voilà, des organisations veulent manifester samedi 23. Oui, mais et quelle est la position de DJP? Au de la jeunesse patriotique, nous pensons que des initiatives, lorsque les gens font des alliances d'intérêt avec certains groupes d'individus pour leur intérêt personnel, il faut savoir que quand on le fait au dos du peuple, le peuple à un moment, le peuple se lève. Et c'est ce qui se passe maintenant. Sur le continent noir. Oui, ce peuple se lève. Et c'est ce qui se passe. Et je crois, ma foi, qu'il faut au contraire rapidement, au lieu de s'incruster dans cette position du président Ouattara et du directeur de la BCEAO, il faut maintenant aller prendre une initiative pour assurer, pour apaiser, au lieu de toujours garder cette position-là. Merci. Mais toujours est-il que, M. Chantien, si vous permettez, moi je dis que la suppression du franc CFA doit précéder la bonne gouvernance. Voilà. Et c'est bien dit. Merci beaucoup, monsieur Nukunu. Merci d'avoir participé à cette émission. Et c'est la fin donc de cette émission. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.